spécial, puisque ce soir, c'est l'ouverture du Yom HaShoah, le jour du souvenir, et vous avez décidé de parler de livres qui racontent l'histoire aux enfants. Alors, l'histoire ou les histoires. Il faut juste rappeler que d'habitude, quand j'arrive à la radio, Oui. j'ai toujours au moins une vingtaine de livres. Aujourd'hui, j'en ai que Vous 3, en avez un peu moins. Voilà, en présentiel, 3 en présentiel et puis d'autres sur mon cahier. Juste pour vous dire que, vous savez, l'histoire de la Shoah pour les enfants, la littérature autour de la guerre, du génocide, de cette extermination a été vraiment un véritable tabou durant de nombreuses années en littérature française. Alors évidemment, on a eu des grands auteurs qui nous ont expliqué les retours des camps, leur vision du monde. Mais en littérature jeunesse, ça a été presque un mot tabou. Il y avait comme une omerta. On peut le comprendre. C'est difficile peut-être. Dans un premier temps, en tout cas aujourd'hui, on le sent mieux. Mais après-guerre, c'est quand même difficile d'aborder ça dans les ouvrages. Alors effectivement, c'était un peu lourd et lourd de conséquences également. Parce que d'abord, il fallait enlever cette culpabilité à la française. Et puis deuxièmement, il fallait aussi voir les choses de façon différente. Moi, je me souviens en 1988, pour la première fois de ma vie, j'avais été visiter le mémorial de la Shoah des enfants à Yad Vashem. Ça a été quelque chose de terrible. J'étais rentrée en 88, c'était pas il y a si longtemps que ça. Mais et j'étais vite ressortie parce que sincèrement je ne pouvais pas. Donc imaginez coucher sur papier ce qui était arrivé à des enfants. Alors il a fallu qu'il y ait un véritable travail de la part des Klarsfeld et aussi des auteurs qui ont eu cette responsabilité, qui ont pris cette responsabilité de raconter. Alors, de raconter comment? Et il fallait raconter de façon différente. Il fallait raconter sans en raconter trop. Trouver le juste milieu, les bons mots, ceux qui peuvent faire passer peut-être l'émotion, qui peuvent aussi expliquer ce qui s'est passé, mais en gardant une certaine distance pour un enfant. Alors effectivement, et je crois qu'un des premiers livres qui a marqué l'histoire des enfants durant la Shoah, ça a été Le grand-père tombé du ciel de Yael Hassan. Pourquoi? Parce que sous un angle différent, ce grand-père que personne n'attendait, dont on parlait jamais, qui n'avait pas d'histoire. En fait, cet enfant qui était là dans le livre, ne savait pas finalement qu'il lui restait un grand-père. Il savait même pas qu'il avait survécu à la guerre et les parents n'en parlaient jamais. Et puis d'un seul coup, les autres auteurs on discutait. Donc sont libérés peut-être. Alors il y a eu une libération de la parole, alors, tout à fait. Justement, les auteurs, qui sont-ils? Est-ce que ce sont des gens qui ont vécu dans leur famille, dans leur chair, j'allais dire, cette histoire-là, ou bien ce sont des gens qui sont des passeurs d'histoire, que ce soit des écrivains, des littéraires ou des psychologues, pourquoi pas? Alors il y a de tout. Moi je me souviens que la première fois que j'ai rencontré Yael Hassan, c'était en 1999. Alors, elle m'a dit une chose qui a été terrible pour moi à entendre. C'était, moi, il n'y a qu'une chose que je regrette dans ma vie, c'est de ne pas avoir vécu cette période. Et je lui ai dit, mais Yael, comment est-ce que tu peux dire ça? Elle me dit, parce qu'en réalité, j'ai l'impression que dans le fil de mon histoire, dans mon puzzle de vie, il me manque une pièce. Et cette pièce, c'est cette Shoah. Alors, quand on entend comme ça des auteurs, alors que ce soit Yael Hassan, Rachel Osfater, Elisabeth Brahmi, qui racontent ça, qui nous disent ça, parce que leurs familles ont eux-mêmes connu la Shoah, on se dit, oui, effectivement, il manque un morceau du puzzle, parce qu'on leur a enlevé quelque chose. C'est comme si on amputait un bras ou une jambe à quelqu'un. Est-ce que ça veut dire que ces livres-là, c'est leur rôle finalement, c'est de combler ce trou-là? Sans doute. Pour certains enfants. Alors sans doute. Et pour, par exemple, Le grand-père tombé du ciel, ça a été vraiment très libérateur pour Yael Hassan, donc aux éditions Casterman. Mais Le chemin de fumée aussi pour Rachel Osfater, aux éditions du Seuil et aujourd'hui aux éditions du Mercredi. Par exemple, Elisabeth Brahmi nous raconte l'histoire d'un enfant, sauf toi, Ellie. Sa famille est embarquée. Et, vous savez, en France, on a connu l'opération
Printanier, le 16 et 17 juillet 42. On a mis tous ces gens-là au Vélodrome, au Veldiv, comme on appelle ça, et ça a traumatisé les gens. Donc ceux qui ont survécu, c'est gravé et c'est même tatoué dans leur mémoire. Même pas sur la peau, mais dans leur mémoire. Donc c'est pour ça que avant ça, il y a eu le journal d'Anne Frank, qui a été aussi comme un livre explosif. Comment cette jeune fille raconte son histoire. Elle est à Amsterdam, dans l'usine de son papa, au dernier étage. Elle est cachée et elle raconte. Et elle raconte sa vie dans un immeuble que j'ai visité. Et comment on aurait pu vivre, elle le raconte. Et surtout, alors, elle enjolive quelquefois ses journées. Elle enjolive, par exemple, de manger un petit morceau de pain. Et on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a peut-être le bonheur qui va arriver, et patatras, parce qu'on connaît la fin, malheureusement. Pendant longtemps, le journal d'Anne Frank a été, je crois, le seul livre destiné aux enfants sur cette histoire. Alors, au départ, il n'était pas forcément destiné aux enfants. Il a été destiné au grand public pour connaître l'histoire. Et puis, il a été prescrit par l'Éducation nationale. C'est ce que j'allais dire. Dans les lycées, dans les collèges même, on le faisait lire, on l'a fait lire très tôt. Qui n'a pas lu le journal d'Anne Frank aujourd'hui, et c'est un passage obligé. Mais il ne faut pas que l'histoire de la Shoah s'arrête à l'histoire d'Anne Frank, parce que ça serait très réducteur. Et la Shoah, telle qu'on l'a connue en Hollande, n'est pas la même que celle que nous avons connue en France, en Italie, en Espagne, et dans tous les autres pays européens. Alors, les livres que l'on trouve, là, justement. Alors, évidemment, je vous disais, il y a la chanson de Anna de Jean-Paul Nozière, là encore, aux éditions Nathan. Course en taureau tourné aux éditions Flammarion d'Uri Orlev. Là, c'est l'histoire d'un enfant. Le parent va lui dire va, sauve-toi. Moi, si je me fais attraper, c'est pas grave, mais je te donne un lieu, un jour, et peut-être qu'un jour on se retrouvera. Et là, c'est cet espoir qu'on donne aux enfants. C'est cet espoir de toujours dire que après le mauvais temps vient forcément un petit peu de beau temps. Alors, un sac de billes, parce qu'on peut pas passer à côté du livre de Joseph Joffo aux éditions Hachette Jeunesse, L'ami retrouvé de Fred Ullmann, Les enfants d'Isieux de Roland Kos et de Sabit Zlata, Le dernier voyage, le docteur Korchak et ses enfants. Et là, je peux vous dire, c'est un livre que j'affectionne particulièrement, puisque c'est aux éditions des éléphants. Et il y a un vrai travail d'Irène Cohen-Chanca et de Maurizio Assequarello. C'est gris, on sent que tout le monde est pris en tenaille dans cette Pologne-là. Et puis cet homme qui arrive comme un sauveur, et c'est très fort. Alors, Les souliers à talons de Varina Brière aux éditions Oscar, Karine Poulout aux éditions des Écoles des loisirs, par exemple, de Nathalie Brisac, qui raconte l'histoire de sa maman à qui on a changé de nom. Le ruban rouge chez PKJ de Lucy Arlington, Max et les poissons, Sophie Adriensen aux éditions Nathan. Ça a été une vraie révélation parce que on y apprend énormément de choses, comment les enfants sont nés, les Burnsborn, les enfants un petit peu qui étaient blonds avec les yeux bleus, qu'on mettait dans des endroits qu'on enlevait aux parents, ou tout simplement ces femmes qui étaient fécondées par des Allemands, et certains enfants juifs étaient pris aussi. Donc c'est l'histoire de ce Max et ses poissons, entre autres. La deuxième génération, une bande dessinée de Michel Kichka chez Dargaud, qui raconte l'histoire de la Belgique, de tout ça. Il y avait aussi L'étoile au corps de Matteo Corradini et Vittorio Facchini, qui se trouve là aux éditions Gallimard. C'est L'étoile au cœur. Et là, vous pouvez voir, je vais vous montrer. Il y a une histoire, c'est l'histoire d'une maman qui est ciseau, d'un papa qui est plutôt tissu. Et ensemble, ils vont fabriquer, malgré eux, cette étoile jaune. C'est un très, très beau livre pour les enfants. Et à chaque fois, vous avez en découpe la Magen David. L'étoile de David. L'étoile de David. C'est un livre destiné à des enfants de quel âge? Pour les grands enfants, parce que on raconte
raconte beaucoup de choses, mais en même temps, l'illustration est assez forte, l'illustration est assez poignante. Il y a les enfants de la résistance, c'est toute une collection puisque ça parle. C'était au départ une bande dessinée qui est devenue des romans pour les enfants aux éditions Rajo. Et puis Rachel Cornblit nous parle des enfants du Lutetia aux éditions du Mercredi, parce que vous savez que quand on est rentré de la guerre, on partait à l'hôtel Lutetia et on essayait de voir si sur les listes il y avait des choses. Donc il existe quand même beaucoup de littérature quand on veut transmettre cette histoire aux enfants. Bien sûr. Et la dernière chose, je voulais vous parler de Rester debout aussi sur Simone Veil, un livre de Fabrice Collin aux éditions Albin Michel Jeunesse. Là encore, non seulement on nous parle de héros, mais parce que tous ces personnages sont des héros, des héroïnes, parce que finalement ils ont traversé la guerre, et ce que vous avez en littérature enfant, vous l'avez en miroir en littérature adulte. Et il est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas se passer de ce genre de littérature pour expliquer la guerre aux enfants. Merci Nathalie, on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir.